Bonjour, nous sommes à Nanning où se tient le 4e sommet des villes intelligentes, sommet euro-chinois. C'est l'Europe avec la Chine qui a rassemblé des villes européennes et chinoises qui ont développé des initiatives marquantes en matière de villes intelligentes, de maîtrise de l'énergie, de transport collectif et de tout ce qui concerne vraiment le développement soutenable et la politique de l'environnement. Les Smart Cities sont rassemblés ici à Nanning pour échanger leurs bonnes pratiques. D'abord, je vois qu'en Chine, comme en France, il y a beaucoup d'expériences pour les villes intelligentes qui sont assez extraordinaires en matière de transport en commun, en matière de régulation de l'énergie, en matière de communication, mais aussi pour tout ce qui concerne l'architecture, la vie dans la ville. Il y a beaucoup d'initiatives pour améliorer la vie dans la ville. Et ce qui est, je crois, la première leçon de ce rendez-vous de Nanning, c'est qu'aujourd'hui, il est très important de s'occuper de la vie des citoyens pour améliorer leur vie dans la ville. Et c'est, je crois, cette attention au peuple, cette attention aux gens, cette attention aux habitants qui caractérise les préoccupations des maires qui se sont exprimés à Nanning. Et donc, il faut voir comment les enfants vont à l'école, il faut voir comment la famille peut se nourrir, il faut voir comment le logement peut réguler son énergie. Il faut voir aussi comment toutes les informations dans la ville sont gérées, sont rassemblées, et au fond, comment les individus peuvent participer à la vie collective. C'est, je crois, une réflexion très intéressante et au fond, que ce soit Ningbo, que ce soit Barcelone, que ce soit Nanning ou que ce soit Rome ou que ce soit Aix-les-Bains ou toute autre ville, il y a au fond des préoccupations communes. Comment rendre la vie dans la ville encore plus acceptable pour les citoyens. Push et elle s'ouvre. Santé. La ville de Nanning a fait beaucoup d'efforts pour intégrer les nouvelles technologies à la gestion de la ville et à la vie quotidienne. Moi, j'ai connu Nanning au début des années 2000, où nous avions fait un partenariat, un jumelage, entre Nanning et la région de Poitou-Charentes. À l'époque, nous avons travaillé sur les questions d'éducation, de vie professionnelle, d'artisanat, de culture, de festival. Mais maintenant, on voit aujourd'hui qu'à Nanning, les technologies sont très importantes. Technologies de l'information, mais toutes sortes de technologies, par exemple sur la santé, pour essayer de donner finalement à chaque citoyen un accès aux soins qui soit un accès digital. Cette révolution, cette 4e révolution technologique qui est la révolution digitale, elle entre progressivement dans la vie ici à Nanning, où finalement le citoyen, pour un grand nombre de ses besoins, se trouve connecté pour la livraison de ses produits, pour ses transports. Il se trouve connecté au reste de la ville. Et donc il y a, je pense, ici à Nanning, une sorte un peu de laboratoire de la ville de demain, ce qui rend cette ville très attractive.
Le sommet sino-européen des villes vertes et intelligentes a été cofondé par l'ancien Premier ministre français et président de la Fondation Prospective et Innovation, M. Jean-Pierre Raffarin, et le Centre chinois pour le développement urbain. Chaque édition a permis d'obtenir des résultats positifs dans divers domaines. Des signatures d'accords et des conférences de presse sont organisées à chaque édition, en plus des échanges sur la coopération pratique entre villes chinoises et européennes, entre entreprises ou en individuel. De nombreuses villes et entreprises sont reparties avec des intentions de coopération. La Chine et l'Europe mettent l'accent chaque année sur les sujets en lien avec la coopération internationale des villes vertes et intelligentes et leurs défis et opportunités et publient conjointement les consensus de coopération obtenus. Le sommet des villes vertes et intelligentes de Nanning de 2019 est la 4e édition, faisant suite à celle de Hong Kong, Shenzhen et Ningbo. Les 3 précédentes éditions ont réuni 32 pays et régions, 300 villes chinoises et européennes et 110 délégations de villes chinoises et européennes. Ce sommet est devenu l'une des meilleures plateformes d'échange sur la coopération internationale des villes vertes et intelligentes. Cette année, M. Raffarin a encore une fois apporté avec lui la sagesse française au sommet de Nanning. China and Europe are in favor of multilateralism. We are working together and we are to imagine, we are to see the future together for our common destiny. And that's the reason why, for this period, right now, we have to imagine new solutions, but with the multilateralist vision, not the protectionist vision. We can't success alone. We need the other to success together. Les villes qui ont été mobilisées pour ce sommet euro-chinois ont toutes vraiment une logique de développement technologique. Beaucoup de start-up, beaucoup de centres de recherche, beaucoup d'activités universitaires tournées vers la recherche et le transfert de technologies. Évidemment, à Hong Kong, la partie transport était très importante et nous l'avons beaucoup étudié il y a maintenant 4 ans. À Shenzhen, on a vu le développement de la coopération entre les centres de recherche et les grandes entreprises. Les grandes entreprises de Shenzhen qui ont souvent des capacités de production libres, parce qu'il s'agit de très grands établissements, elles permettent, ces grandes entreprises, aux centres de recherche de pouvoir produire elles-mêmes un certain nombre d'opérations expérimentales. Et donc les startups peuvent essayer d'inventer des produits et peuvent faire des expérimentations de production. Et tout ceci conduit à ce que non seulement il peut y avoir des produits nouveaux lancés à Shenzhen, mais aussi des services nouveaux et des services aux citoyens. Quant à Ningbo, nous avons vu que cette ville a un environnement attractif avec un passé historique. Il y a là aussi un patrimoine à valoriser. Et on voit que pour le tourisme, les nouvelles technologies sont très importantes. De pouvoir sur son application avoir toutes les informations historiques, culturelles, géographiques qui peuvent donner à celui qui visite la ville toutes les informations dont il a besoin. Donc chaque ville a sa propre préoccupation. Mais au total, ce que ces 4 villes ont en commun, c'est les volontés aujourd'hui des maires, ensuite des administrations autour des équipes municipales, de pouvoir rassembler tous les atouts de la ville et de les rendre disponibles aux citoyens et aux touristes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai en Europe, comme c'est vrai en Chine, l'avenir des villes passe aussi par leur attractivité. Il faut attirer des talents pour entreprendre, il faut valoriser ses atouts pour accueillir des touristes. L'attractivité est une des clés du développement urbain de demain. C'est vrai en Europe, avec Bordeaux, avec Lyon, avec Lille ou avec Marseille, qui ont fait des efforts considérables pour se rendre attractives, pour se rendre belles. L'attractivité, c'est une des clés aujourd'hui du développement urbain en Chine. Chaque ville est un peu en compétition avec sa voisine et on voit bien qu'il y a en Chine une mobilisation très forte pour rendre les villes attractives. Et je pense que ce qui est en train de se passer dans le Grand Sud, avec naturellement Shenzhen, avec Canton, avec la ville nouvelle de Zhuhai,
Il y a là une attractivité du sud de la Chine qui va être très importante demain. La Chine est en train de développer sa propre baie, une mégalopole émergente de plus de 60 millions d'habitants, nommée la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Elle est composée des deux régions administratives spéciales de la Chine, Hong Kong et Macao, et de 9 villes de la province du Guangdong, dont Shenzhen et Guangzhou. Elle deviendra la 4e plus grande baie du monde, après les baies de San Francisco, de New York et de Tokyo. D'après les chiffres de ces dernières années, la vitesse de la croissance économique de la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao est au moins 2 fois plus grande que celle des 3 autres baies. La région de la Grande Baie est aussi la plus imposante en termes de population et de volume de fret maritime. Les atouts respectifs de Canton, Shenzhen et Hong Kong fourniront une base solide à la région de la Grande Baie et faciliteront son développement. Le développement des transports est un élément capital du développement de la région de la Grande Baie et la priorité est mise sur la planification et la construction d'un réseau intégré d'infrastructures. Si l'aménagement de la région était un système cardiovasculaire, alors le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao serait une artère. Il lie non seulement 3 villes, mais également 3 régions. Et en liant ces 3 régions, il renforce surtout leur culture et leur complémentarité. Outre le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la ligne à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong contribue également fortement au développement de la région de la Grande Baie. En effet, le trajet de Shenzhen à Hong Kong ne dure plus que 15 minutes. Le développement des transports éliminera des obstacles qui se dressent face au développement de la région de la Grande Baie. Le Comité central et le Conseil des affaires d'État ont publié le plan de développement de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao en février 2019. Le plan vise à faire de la région de la Grande Baie une mégalopole intelligente de niveau mondial dynamique, un pôle international d'innovation et de technologie d'influence mondiale et un soutien important de l'initiative Ceinture et Route. Les atouts des 3 régions se complètent pour former un tout harmonieux. La nouveauté, au fond, de ce grand sud de la Chine, c'est de pouvoir rassembler des forces qui, jusqu'à maintenant, étaient spécifiques, chacun dans son propre espace. On connaissait l'histoire de Canton, Canton avec sa grande foire commerciale 2 fois par an, qui était le seul endroit où, quand la Chine était fermée sur elle-même, avant la grande période d'ouverture, le seul endroit où l'étranger avait accès, c'était la foire de Canton pour y développer le commerce. Il y a beaucoup de patrimoine à Canton. Cette rivière des perles est sans doute l'une des plus belles choses de Chine. Il y a beaucoup de force, mais la puissance historique du patrimoine de Canton est quelque chose de très fort. Alors quand vous ajoutez la nouvelle ville de Zhuhai, avec cette créativité moderne, avec ces technologies partout, dans les immeubles, dans les commerces, à l'université, dans les écoles, vous voyez que la ville nouvelle de Zhuhai et la ville qui est une ville ancienne comme Canton ont des liens communs et Canton, capitale métropolitaine, est capable aujourd'hui dans cette grande région d'être le fer de lance, mais de permettre aussi le développement d'autres cités qui, elles, sont plus modernes parce que plus récentes. Et si vous ajoutez à ça la capitale de la technologie, je dirais, qui est Shenzhen, avec toutes ces start-up et ces laboratoires, toute cette capacité industrielle, et puis la grande présence à Shenzhen de ces grandes entreprises de télécommunications que sont Huawei et ZTE, il y a à Shenzhen un potentiel d'intelligence très important, qu'on y ajoute d'ailleurs un potentiel financier avec la bourse. Vous voyez que se crée là une force considérable. Et quand on imagine que ce pont de 55 km va permettre la connexion avec Hong Kong, on voit qu'il y a là un grand pôle de développement qui est sans doute un des pôles les plus attractifs de la Chine de demain. Et je pense qu'il faut, nous, en Europe, qui sommes habitués à l'attractivité du Sud, puisque souvent, en Europe, le Sud fait rêver par le climat, par la nature, par tout ce qu'il y a d'attractif. On voit bien qu'aujourd'hui, l'attractivité du Sud chinois est très importante pour attirer l'intelligence et l'intelligence de demain
celle qui fait le développement. Les villes intelligentes en Chine bénéficient en effet du soutien d'un certain nombre d'entreprises qui apportent des technologies et qui apportent des services importants pour cette vie de coopération dans la ville. Alibaba, par exemple, pour la livraison à domicile d'un certain nombre de prestations. Il est clair qu'il y a là des possibilités de distribution infinies, mais il y a aussi des connaissances marketing sur le comportement des consommateurs grâce aux data qui sont rassemblées par Alibaba. Il y a là un certain nombre d'innovations qui concernent directement le commerce traditionnel, le commerce de détail, mais aussi naturellement toutes les formes de vente aujourd'hui par l'e-commerce. Et donc il y a des nouveautés auxquelles les citoyens s'habituent très rapidement. Par exemple, la Chine est particulièrement étonnante quand on voit comment, avec Alipay, des gens aujourd'hui ne paient plus avec de l'argent liquide, comme on dit en français. Ils payent avec leur téléphone. Et pourtant, la circulation de la monnaie était une des caractéristiques du commerce en Chine. Eh bien, en 3 ou 4 ans, les citoyens ont pris l'habitude de payer avec leur téléphone. Ils ont une capacité de changement très importante, nos amis chinois. Et ça, je crois que c'est très important pour la ville chinoise, mais aussi pour la ville européenne. Par exemple, c'est une question de sécurité. Si les gens n'ont plus d'argent sur eux, ils sont moins attaqués dans les rues. En Europe, la sécurité est un sujet très important. Et le fait de pouvoir payer avec son téléphone fait qu'on n'a plus d'argent sur soi, et donc on n'intéresse plus le voleur. C'est, je crois, très important, ce type d'approche entre la sécurité et le commerce. Et naturellement, par exemple, la 5G, ces nouvelles technologies de communication qui font qu'avec notre smartphone, on a au fond, à côté de soi, une sorte d'intelligence mobile qui nous est disponible, qui sert pour notre culture, qui sert pour nos services, mais qui sert aussi pour les contacts avec les uns et les autres. Donc la 5G va révolutionner beaucoup de nos relations. Huawei a de l'avance sur ce sujet et les villes chinoises vont en profiter. Je sais qu'il y a une compétition très très forte dans le monde entier. Et je vois même les Américains aujourd'hui très inquiets du développement des technologies chez Huawei. Pour nous, Européens, nous voulons qu'il y ait un équilibre international et au fond qu'on cherche plutôt la coopération que les tensions. Ici, en Chine ou chez nous, en Europe, on veut travailler avec les uns et avec les autres. Et Huawei a de beaux succès dans son développement en Europe et il faut que les technologies puissent être partagées dans le monde entier. La coopération, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter les tensions entre les pays. Le 6 juin 2019, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a octroyé des licences commerciales 5G à 4 opérateurs nationaux, marquant l'entrée de la Chine dans l'ère de la 5G. Parmi les 18 villes pilotes sélectionnées pour tester la 5G, 16 sont également des villes intelligentes pilotes. Il apparaît alors évident que la 5G est indissociable de la construction des villes intelligentes. La vitesse de téléchargement en 5G peut atteindre 1 gigaoctet par seconde en moyenne. C'est 100 fois plus que les meilleures offres 4G. Théoriquement, le téléchargement d'un film en haute définition pourrait se faire en un clin d'œil. Cela réduira aussi la latence à 1 milliseconde au lieu de 10, ce qui rendra possible les transmissions en temps réel. Cela apportera une meilleure expérience avec les gadgets utilisant l'intelligence artificielle, augmentera la vitesse de réaction des systèmes de conduite intelligente et améliorera les diagnostics médicaux et l'éducation à distance. Les analystes s'attendent à ce que la technologie 5G alimente un marché de 10 milliards de yuans en Chine d'ici 2030. Les entreprises chinoises essaient de rester compétitives en investissant dans divers secteurs tels que les infrastructures, les équipements, les systèmes d'exploitation, les puces centrales et les services. Au nouvel aéroport international de Daxing à Beijing, les voyageurs abandonnent les pénibles formalités d'enregistrement du passé et voyagent désormais avec un fardeau en moins. Grâce à la couverture 5G de l'aéroport, des masses d'informations peuvent être envoyées et partagées en quelques secondes. En zone d'enregistrement, la reconnaissance faciale permet à des milliers de voyageurs de terminer leur enregistrement en un clin d'œil. Plus besoin de carte d'identité.
Et cela ne s'arrête pas là. Le système de service de voyage intelligent permet également au personnel de l'aéroport d'identifier rapidement les passagers pour leur rappeler les informations d'embarquement et éviter qu'ils ne ratent leur vol. Grâce à la réalité augmentée et au big data utilisable avec la 5G, nous pouvons être automatiquement informés de la position des clients, de leur identité et de leur classe. Cela nous permet d'améliorer nos services. Les navettes sont également équipées de caméras à reconnaissance faciale. Si un voyageur monte dans la mauvaise navette, le système va saisir ces informations et informer le personnel au sol qui le guidera immédiatement vers la bonne porte d'embarquement. Cela permet de gagner énormément de temps, les voyageurs ne courant plus à travers tout le terminal. Les responsables de l'aéroport affirment également qu'avec des terminaux d'affichage intelligents, les passagers peuvent obtenir des informations sur leur vol, leur porte d'embarquement et destination en scannant simplement leur visage. Il y a sans doute une priorité pour les villes intelligentes pour demain. C'est la qualité de l'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la dépollution des sols. Je pense que la ville intelligente doit vraiment intégrer les qualités environnementales exigées aujourd'hui par les citoyens. Au fond, la ville intelligente, c'est celle qui est climato-compatible, c'est celle qui préserve la planète. La Chine fait du destin de l'humanité notre grande perspective commune, avec cette maison commune qui est notre planète. Et c'est cette planète qu'il faut protéger. Et la protection de la planète, ça commence dans la ville. Ça commence évidemment dans la ville intelligente. Et donc il y aura des problèmes à régler dans l'avenir. Parce que par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication dont on parle sont des technologies qui sont très consommatrices d'énergie. Donc il faudra inventer des solutions nouvelles pour veiller à ce que la ville intelligente de demain soit une ville climato-compatible. Ces défis-là sont des défis très importants. Les jeunes aujourd'hui ont la préoccupation forte de l'environnement. Les familles sont très attachées évidemment à toutes les formes de pollution. Et on voit qu'en Chine, on a beaucoup investi dans les technologies d'avenir. Je pense au photovoltaïque, je pense à l'éolien. Il y a beaucoup de sources nouvelles de développement. Je vois que nous travaillons en ce qui concerne l'automobile, sur l'hydrogène, sur le véhicule électrique. Il y a beaucoup de recherches pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. La ville de demain sera non seulement smart, mais elle sera aussi green, c'est-à-dire que la ville de demain sera verte. La Chine mène une campagne pour préserver son ciel bleu, son eau et son sol. Le gouvernement chinois a publié un rapport annuel en mai 2019 sur la situation écologique et environnementale du pays, fournissant des données et faits substantiels sur les progrès de l'an dernier. Lors d'une conférence de presse, les autorités environnementales de Chine ont affirmé que la situation s'améliorait, mais que davantage d'efforts devaient être faits pour maintenir la tendance. L'année dernière, la situation écologique et environnementale de la Chine s'est continuellement améliorée et cela s'est reflété dans de nombreux domaines. D'après le rapport, 338 villes chinoises ont joui d'une bonne qualité de l'air pendant 79% des jours l'année dernière, soit 1,3% de pourcentage de plus que l'année précédente. 71% des eaux de surface sont considérées comme étant de bonne qualité, soit 3 points de pourcentage de plus que l'année dernière. Et 45% de la surface de la Chine est conforme aux normes environnementales, soit une hausse de 3 points de pourcentage. On retrouve également cette tendance pour l'environnement maritime du pays et les niveaux de radiation. Cependant, la tendance n'est globalement pas stable, même un très léger relâchement pourrait l'inverser. Le rapport et les efforts fournis montrent la détermination d'apporter à la population un bon environnement et un bon écosystème. Il existe encore beaucoup d'obstacles, mais le changement est en marche. La ville intelligente, c'est d'abord en fait une plateforme, un lieu où toutes les énergies peuvent se rassembler pour travailler ensemble. La ville intelligente est une ville qui décloisonne, qui supprime les frontières intérieures de la ville, les frontières entre l'université et le monde entrepreneurial, entre le secteur public et le secteur privé. La ville intelligente est une ville ouverte. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui,
c'est de créer ces plateformes d'échange pour que les jeunes start-upers puissent être en contact avec l'université, où ils vont trouver des talents pour leur propre avenir. Et puis, il faut aussi être avec le monde entrepreneurial, le monde bancaire, le monde financier. Et là aussi, il faut des contacts avec l'administration, parce que tout cela impose souvent des nouvelles régulations. Il est clair que ces nouvelles technologies imposent souvent des nouvelles régulations. On le voit dans les technologies de l'information, mais on le voit dans tous les systèmes. Quand on prend par exemple les technologies du véhicule autonome, la ville va devoir inventer de nouvelles régulations pour permettre le véhicule autonome de pouvoir se déplacer dans la ville en toute sécurité. Et pour cela, il faut naturellement qu'il y ait une plateforme de discussion entre les utilisateurs, les usagers, les industriels, les élus responsables de la ville et naturellement les forces administratives, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public. Il est très important d'avoir cette fédération des initiatives dans la ville intelligente. Au fond, la ville intelligente est une ville coopérative, une ville où finalement on ne réussit pas seul, on réussit avec les autres, tous ensemble. C'est ça la clé de la ville intelligente en Europe comme en Chine. Après une première collaboration l'année dernière, CGTN français et la Fondation Prospective et Innovation ont renouvelé l'expérience cette année et ont produit la deuxième saison de l'émission Grand Angle sur la Chine avec Jean-Pierre Raffarin. Pendant 2 ans, nous avons suivi M. Raffarin à travers la Chine, à Beijing, Shanghai, Xi'an, Hangzhou, Zhuhai et Nanning. Nous l'avons accompagné durant l'exposition internationale d'importation de Chine, au Forum culturel sino-français, au Forum international de communication de la route de la soie maritime du XXIe siècle, au sommet sino-européen des villes vertes et intelligentes, et avons pu ressentir l'amour et l'intérêt profond que porte ce Français pour la Chine et les Chinois. C'est lors de notre voyage à Nanning que nous avons appris la bonne nouvelle. Le président chinois Xi Jinping a décerné la médaille de l'amitié à M. Raffarin pour son énorme contribution à la promotion des relations sino-françaises. J'ai été très ému et très touché quand j'ai appris que j'étais lauréat de cette médaille d'amitié de la Chine. C'est pour moi un honneur important que mon travail soit reconnu à la fois par le gouvernement français, qui m'a nommé comme représentant spécial pour la Chine, mais aussi par les autorités chinoises qui reconnaissent mon travail, qui reconnaissent l'effort que j'ai fait pour renforcer en permanence l'amitié entre la France et la Chine. Vous savez, en plus de 10 ans, j'ai amené en Chine plus de 10 000 entreprises qui ont développé un certain nombre d'activités dans des secteurs très différents. Pour moi, la culture chinoise est importante aux équilibres du monde. La croissance chinoise est importante pour la croissance du monde. Et aujourd'hui, je crois que le peuple chinois, avec son histoire pacifique, est une force d'équilibre dans le monde. Notre monde est très dangereux. Notre monde aujourd'hui est tenté par l'unilatéralisme, par les excès du nationalisme, par le protectionnisme. Et on voit que souvent le président américain cherche à incarner ces contre-valeurs. En revanche, le multilatéralisme, la coopération internationale sont les voies de l'avenir. Et de ce point de vue-là, comme on l'a vu avec les accords de Paris sur la protection de la planète, il y a une forte convergence entre la Chine et la France. Et je pense que pour l'amitié d'aujourd'hui, mais l'amitié de demain, cette coopération est très forte. Et c'est pour ça que je suis très honoré de participer à cette coopération. J'ai beaucoup appris de la Chine, j'aime cette culture, j'aime le peuple chinois, j'ai cette fibre-là